L'ordre du jour appelle la discussion sur le rapport de la commission mixte paritaire de la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État. La parole est à Monsieur Pierre Cazeneuve, rapporteur de la commission mixte paritaire. Monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, je voulais démarrer cette discussion générale et cette lecture de CMP par rendre hommage, saluer, remercier notre ancien collègue Thomas Cazenave, ancien ministre et aujourd'hui maire de Bordeaux, qui a initié cette proposition de loi, d'abord en tant que ministre, puis en tant que député, qui a fait adopter à l'initiative du groupe Ensemble pour la République de Gabriel Attal cette proposition de loi en première lecture, qui a pu suivre son cours au Sénat et dont nous lisons aujourd'hui les conclusions de CMP et qui, j'espère, aboutira. Alors nous sommes appelés à nous prononcer sur ces conclusions, sur un texte extrêmement important, puisqu'il vise à moderniser la gestion du patrimoine immobilier d'État. La CMP, qui s'est réunie le 1er juillet, est parvenue à élaborer un texte commun avec une réécriture globale de l'ensemble des articles. Et je tiens à saluer et à remercier pour la qualité des échanges qui ont permis à la fois aux députés et aux sénateurs de trouver un compromis, de dépasser les quelques différences qui ont pu nous écharper afin de trouver ce texte commun. Évidemment, ce compromis respecte l'ambition du texte initial, donner à l'État les moyens de mieux connaître, de mieux entretenir, de mieux valoriser son patrimoine immobilier. C'est un patrimoine considérable, avec 195 000 bâtiments, 97 millions de mètres carrés de surface bâtie. Ce sont nos universités, nos écoles, nos commissariats, nos tribunaux, nos administrations, nos services publics. Il constitue à la fois un outil indispensable de l'action publique, un patrimoine collectif et bien sûr une charge extrêmement importante. Or, depuis un certain nombre d'années, les constats se succèdent et convergent. L'État connaît encore trop imparfaitement son patrimoine. Il en peine à en programmer l'entretien sur le long terme et ne dispose pas toujours des instruments nécessaires pour adapter ses bâtiments aux besoins réels des services publics. Cette situation, elle a un coût. L'immobilier constitue aujourd'hui la deuxième charge de fonctionnement de l'État, avec près de 10 milliards d'euros par an. D'abord un coût budgétaire, lorsque les surfaces restent sous-utilisées ou lorsque les défauts d'entretien conduisent quelques années plus tard à des rénovations bien plus lourdes. Elle a un coût environnemental, bien sûr, alors que nous devons accélérer aujourd'hui notre combat contre le dérèglement climatique et accélérer la rénovation énergétique de nos bâtiments publics. Et enfin, un coût humain, puisque ce sont avant tout de nos agents dont nous parlons, qui travaillent dans des locaux parfois dégradés et dans lesquels les usagers sont accueillis. Les constats dressés depuis plusieurs années par la Cour des comptes et par le Conseil de l'immobilier de l'État, dont je salue le président, M. Jean-Paul Mattei, ces constats-là, ils sont très largement partagés. Notre patrimoine, encore une fois, est trop inconnu, trop peu entretenu et mal géré selon une logique trop fragmentée. Face à cette réalité, nous pouvions céder à l'immobilisme et la proposition de loi entend donc renforcer la capacité de l'État à agir véritablement comme propriétaire de son patrimoine. Elle repose sur une idée simple, mieux distinguer la fonction de propriétaire, qui suppose une stratégie, une programmation et une capacité d'investissement de la fonction d'occupant, exercée par les administrations qui utilisent des bâtiments pour occuper leur mission. Cette clarification, elle doit permettre une gestion plus cohérente, plus professionnelle et plus durable. Elle doit aussi rendre davantage visible le coût réel de l'occupation immobilière, encourager une utilisation plus rationnelle des surfaces et permettre de consacrer les ressources disponibles à l'entretien, à la rénovation des biens réellement nécessaires au service public. Le choix retenu est celui de la transformation de l'Agence de gestion de l'immobilier d'État en un EPIC. Il ne s'agit donc pas d'ajouter une nouvelle structure à une organisation déjà complexe, mais de faire évoluer un opérateur existant afin de lui confier une mission plus complète et de lui donner les moyens de l'exercer dans la durée. La CMP a confirmé cette orientation tout en veillant à préserver plusieurs principes. Le premier étant celui de la continuité du service public. La gestion, la valorisation ou, le cas échéant, la cession des biens immobiliers ne pourront être conduites au détriment des missions exercées dans les territoires. Le texte prend également en compte les conditions de travail des agents et les conditions d'accueil du public. Enfin,
le texte renforce l'information des collectivités territoriales. C'est une des modifications que nous avons acceptées en commission mixte paritaire lorsqu'une cession est envisagée. Cette disposition elle est bien sûr importante car les décisions relatives au patrimoine de l'État ont souvent des conséquences directes et peuvent intéresser nos collectivités territoriales. Mesdames et messieurs les députés, ce texte ne prétend pas résoudre immédiatement toutes les difficultés de l'immobilier d'État. Il pose cependant les fondations d'une politique plus cohérente, plus professionnelle et plus durable. Il permettra de mieux programmer les investissements, de préserver les bâtiments nécessaires au service public, de rationaliser les implantations et de valoriser les actifs devenus inutiles afin de financer la rénovation de ceux qui doivent être conservés. C'est pourquoi, en ma qualité de rapporteur, je vous invite à adopter les conclusions de cette TMP. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur David Amiel, ministre de l'Action et des Comptes publics. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Permettez-moi à mon tour de saluer le travail de Pierre Cazeneuve et de la commission mixte paritaire qui est parvenue le 1er juillet dernier à un accord sur cette proposition de loi qui avait été écrite, déposée et engagée par Thomas Cazenave. Et j'en profite également pour remercier les députés Jean-Paul Mattei et François Jolivet qui, de longue date, se sont engagés autour de ces enjeux immobiliers de l'État, permettant d'ouvrir la voie à ce texte. Car cette proposition de loi n'est ni technique ni accessoire. Elle constitue le coup d'envoi d'une profonde réforme structurelle de l'État. Celle de la manière dont l'État gère, dont l'État entretient, dont l'État transforme son patrimoine immobilier, c'est-à-dire le patrimoine de l'ensemble des Français. Les bâtiments ne peuvent plus être le parent pauvre de nos politiques publiques. Ils méritent une politique publique dédiée à la hauteur des enjeux de rénovation, de transition écologique et énergétique et des conditions de travail des agents. Le diagnostic a été rappelé à l'instant même par Pierre Cazeneuve. L'État ne connaît pas suffisamment son propre patrimoine et fait face à un mur d'investissement estimé par la Cour des comptes entre 140 et 150 milliards d'euros d'ici 2050. À cela s'ajoute une gouvernance éclatée entre plus de 60 programmes budgétaires. La proposition de loi crée une foncière de l'État, établissement public à caractère industriel et commercial. Elle lui donne des pouvoirs clairs, recevoir des biens en pleine propriété, les gérer, les entretenir, les rénover, investir, valoriser, céder lorsque c'est pertinent, offrir une véritable assistance à maîtrise d'ouvrage et garantir la réactivité au niveau territorial. L'objectif est simple, il est connu depuis des années, il peut aujourd'hui être concrétisé, séparer clairement le rôle du propriétaire de celui de l'occupant pour professionnaliser et muscler la filière immobilière et foncière de l'État et asseoir ainsi une programmation pluriannuelle crédible des investissements. Je veux maintenant me tourner vers l'avenir. Si, mesdames et messieurs les députés, vous en décidez ainsi en votant les conclusions de cette commission mixte paritaire, dès la promulgation de la loi, un préfigurateur sera nommé pour engager la transformation de l'Agence de gestion de l'immobilier de l'État en établissement public au plus tard au 1er janvier 2027. Nous commencerons de manière pragmatique en ciblant prioritairement le bâti tertiaire de l'État sur certains territoires, là où les besoins sont les plus urgents et les gains les plus rapides. Un contrat pluriannuel d'objectifs et de performance sera conclu avec l'État pour décliner cette stratégie et l'établissement rendra chaque année compte de son activité devant le Parlement avec plusieurs scénarios de programmation des investissements immobiliers assortis des différentes hypothèses budgétaires. Je veux à ce titre saluer le travail de la commission mixte paritaire. Le conseil d'administration du nouvel établissement associera 2 députés et 2 sénateurs issus des commissions permanentes compétentes aux côtés des représentants de l'État. C'est une garantie de contrôle parlementaire dans la durée à laquelle le gouvernement est pleinement favorable et qui permettra à votre Assemblée de suivre, année après année, la mise en œuvre de cette réforme et sa montée en charge progressive. Je veux enfin dire un mot des filiales de l'établissement, puisque nous avions eu des débats dans cette Assemblée. La jurisprudence veut que l'État y reste majoritaire à 51% au moins. C'est pourquoi nous n'avions pas, dans la première version de cette proposition de loi, jugé utile de l'inscrire en plus. Toutefois, à l'initiative du groupe socialiste, l'Assemblée nationale a ajouté un plafond de 30% de participation privée à l'échelle de l'ensemble du groupe
pour que l'État reste à tous les niveaux clairement maître de son opérateur immobilier. Cette proposition de loi ne prétend pas tout régler d'un coup. Ce n'est pas un aboutissement, c'est un coup d'envoi, mais elle ouvre dès aujourd'hui la voie à un État propriétaire responsable, professionnel, durable, qui inscrit enfin sa politique patrimoniale dans le temps long, au bénéfice des agents publics comme des usagers du service public. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs les députés, vous invite à voter les conclusions de cette commission mixte paritaire. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Nous allons engager la discussion générale. Monsieur Kevin Mauvieux pour le groupe Rassemblement national. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues et cher François. Cher François, parce que nous avons rendu un rapport avec François Jolivet dans le cadre du comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques sur ce sujet. Et ça fait plaisir de voir que parfois, certains rapports ne calent pas les bureaux, mais peuvent être utiles et donner lieu à concrétisation. Donc je m'en félicite et je pense que François en fera de même dans quelques instants. Je vais commencer rapidement par quelques chiffres qui sont parlants. 195 000, c'est le nombre de bâtiments, vous l'avez rappelé. Près de 100 millions de mètres carrés, c'est la surface dont l'État dispose. Près de 90 milliards d'euros, près de 10 milliards d'euros de dépenses immobilières annuelles et près de 5 milliards d'euros investis depuis 2018 dans la rénovation énergétique. Pourquoi donner ces chiffres? Parce que ça donne tout de suite une idée de l'ampleur du dossier sur lequel nous sommes. L'immobilier de l'État, c'est quelque chose d'extrêmement important pour notre pays, tant en valeur qu'en gestion. Et il est important d'en reprendre la maîtrise, puisque l'immobilier de l'État n'est pas géré depuis un bon nombre d'années de manière optimale. Alors l'objectif de cette loi, c'est de créer une foncière de l'immobilier de l'État, comme on l'avait proposé avec mon collègue François Jolivet dans notre rapport. L'objectif de cette création d'une foncière, c'est d'avoir une stratégie de long terme, puisque la gestion de l'immobilier n'est pas une gestion qui peut s'annualiser sur le même principe qu'un budget. C'est une vision de long terme. Et pour cela, on a besoin d'avoir une structure professionnelle. Et je sais que Jean-Paul Mattei, qui est sur le dossier depuis longtemps aussi, sera en accord avec cette proposition. L'objectif d'avoir une foncière, c'est aussi de mieux connaître le bâti, puisqu'aujourd'hui, force est de constater, quand on fait des auditions, que l'État ne connaît pas son parc immobilier correctement, voire parfois pas du tout. L'État est incapable de fournir des données fiables sur son immobilier et donc se pose la question de comment gérer un immobilier qu'on ne connaît pas. Pour ça, la réponse, encore une fois, c'est d'avoir une structure professionnelle qui s'en occupe. L'objectif est aussi évidemment d'optimiser la gestion de l'immobilier. On a tout un tas de bâtiments aujourd'hui qui ne sont pas utilisés ou qui sont sous-utilisés, qui ne sont pas entretenus ou qui sont mal entretenus. On ne peut pas, dans une économie développée comme la France, entendre que parfois on change des chaudières dans des bâtiments qui ont le toit qui fuit et qui ne sont pas isolés parce que la lubie du moment a été de mettre de l'argent dans des chaudières. C'est une mauvaise gestion, elle est à revoir et pour ça, une foncière de l'immobilier de l'État aura évidemment toute sa place. Faciliter la valorisation et les cessions des bâtiments est également un des objectifs, puisque nous savons aujourd'hui que tout un tas de mètres carrés ne sont pas utilisés ou sous-utilisés. Il apparaît donc inutile de continuer à les conserver et la création de cette foncière aura pour intérêt de séparer, on l'a dit, le propriétaire et l'occupant, ce qui permettra de responsabiliser l'occupant sur les mètres carrés utilisés ou non utilisés et par conséquent de faire des économies à ce niveau-là, économies qui permettront par ailleurs de rediriger les flux budgétaires vers une modernisation, une amélioration du cadre de travail et d'accueil, notamment du public, dans les bâtiments publics qui, aujourd'hui, encore une fois, ne sont pas entretenus correctement. Enfin, une accélération de la rénovation énergétique des bâtiments. Ça passe aussi par la création, malheureusement, d'une foncière de l'immobilier de l'État. Je dis malheureusement parce que je sais que la gauche y est opposée. Et pourtant, la rénovation énergétique est dans les bouches de la plupart des députés de gauche. Eh bien, cette rénovation, elle passera par une optimisation, évidemment, des bâtiments et des dépenses en matière d'immobilier. Au niveau de cette proposition, évidemment, quelques victoires que je vais attribuer au groupe Rassemblement national dans nos négociations, cher François. Évidemment, une victoire, je pense que tu sais de quoi je vais parler, mais la création d'un EPIC et non d'une société privée ou d'une société anonyme. C'était important pour nous de faire en sorte que la foncière de l'immobilier de l'État soit une entreprise publique, à capitaux majoritairement publics. Il s'agit de bâtiments publics qui doivent rester dans les mains de l'État de manière finale et définitive. Et on a obtenu donc la création de cet EPIC, qui est un bon point.
Également, nous avons obtenu, notamment par voie d'amendement, le fait que les parlementaires soient présents au sein de cette foncière pour s'assurer du bon déroulé de la mise en place de cette foncière et de son fonctionnement. J'attirerai toutefois l'attention sur un élément. On a quelques régions qui aujourd'hui sont des régions pilotes dans la création de cette foncière, notamment la Normandie d'où je viens. On voit quelques difficultés dans la mise en place de cette foncière, et ce, notamment pour les bâtiments régaliens. On avait tiré la sonnette d'alarme, encore une fois, dans le rapport, sur le fait que certains bâtiments ne pouvaient pas entrer dans le cadre d'une foncière de l'immobilier de l'État, pour des raisons spécifiques que tout le monde comprendra bien évidemment, et on pense notamment aux bâtiments qui ressortent du régalien. Voilà, donc on sera pour cette proposition de loi, ce projet de loi, cette création de foncière d'immobilier de l'État, d'autant que pour sa mise en place, on est plutôt optimiste parce qu'elle commencera en janvier 2027 et que donc, quelques mois après, Marine Le Pen, avec Jordan Bardella, prendront la direction de notre pays. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Catherine Hiblet pour le groupe Ensemble pour la République. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la commission mixte paritaire est donc parvenue à un accord sur la proposition de loi visant à moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État. Alors je veux d'abord, comme vous l'avez fait précédemment, Monsieur le Ministre et Monsieur le rapporteur, saluer Thomas Cazenave, qui est à l'origine de cette réforme. Ministre, il a ouvert le chantier et député, il l'a mené à son terme. Je remercie également Pierre Cazeneuve, notre rapporteur, Monsieur le Ministre David Amiel et l'ensemble des membres de la CMP. Alors oui, le constat est sans appel. 195 000 bâtiments, 96 millions de mètres carrés, l'État est le premier propriétaire immobilier de France. Cette gestion lui coûte 10 milliards d'euros par an, sa deuxième charge budgétaire, juste derrière la base salariale. Pourtant, notre patrimoine public souffre. Manque d'investissement chronique, gouvernance éclatée, inventaire incomplet. Depuis des années, la Cour des comptes alerte. Le Conseil de l'immobilier de l'État alerte également. Nos voisins européens, eux, ont réformé. Il est donc temps que la France s'engage dans cette voie de responsabilité. Alors, les besoins sont considérables. De nombreux bâtiments nécessitent une rénovation lourde, notamment une rénovation énergétique. Pour respecter les accords de Paris, les investissements devront être massifs dans les prochaines années. Il nous faut une organisation capable de programmer ces travaux dans la durée et de mieux valoriser le patrimoine de l'État. C'est précisément l'objet de ce texte. Il crée un opérateur public unique, chargé d'assurer une gestion cohérente, de planifier les investissements et de dégager les fonds nécessaires à la rénovation de nos bâtiments publics. La commission mixte paritaire a enrichi la réforme sur plusieurs points essentiels. D'abord, elle garantit une meilleure association des collectivités territoriales informées avant toute cession. Elle renforce également le rôle du Parlement. 2 députés et 2 sénateurs siégeront au conseil d'administration. Une stratégie immobilière quinquennale et un rapport annuel nous seront donc transmis. Elle rappelle que cette politique doit concilier efficacité de gestion et évidemment continuité du service public. Elle apporte des garanties aux agents. Leurs conditions de travail deviennent un objectif pleinement intégré à la gestion du patrimoine. Enfin, elle fixe le lancement de cet établissement public au 1er janvier 2027 pour une mise en œuvre à la fois opérationnelle et maîtrisée. Alors, mes chers collègues, moderniser l'État, ce n'est pas qu'une question de moyens, c'est d'abord une question d'organisation. Cette réforme, ce n'est pas une réforme technique. Elle est un changement à la fois de paradigme, mais aussi une vision de ce que l'on veut faire de notre patrimoine immobilier. Elle permettra de mieux utiliser les deniers publics, de mieux entretenir notre patrimoine, d'accélérer la rénovation énergétique, d'offrir de meilleures conditions de travail aux agents et un meilleur service public aux Français. Alors la gestion du patrimoine public doit s'adapter aux enjeux du XXIe siècle, jumeaux numériques de nos bâtiments, pilotage énergétique par l'intelligence artificielle, numérisation des services aux usagers. Une république moderne, c'est une république qui protège, y compris dans la manière dont elle gère son patrimoine immobilier. Avec cette foncière,
l'État cesse d'être un propriétaire à l'ancienne pour devenir un gestionnaire à la fois exemplaire et innovant. Alors pour toutes ces raisons, le groupe Ensemble pour la République votera en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Scheherazade Bentorki pour le groupe La France Insoumise, Nouveau Front Populaire. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, moderniser la gestion du patrimoine immobilier de l'État, tel est l'objectif affiché de cette proposition de loi. Mais derrière ce mot rassurant se cache une transformation beaucoup plus profonde, l'introduction des logiques de marché au cœur même de notre État. Ce texte repose sur une vieille recette néolibérale, séparer le propriétaire de l'occupant, instaurer entre eux des contrats et des loyers, puis évaluer chaque bâtiment selon les critères de rentabilité. L'État n'administre plus son patrimoine au nom de l'intérêt général, il devient le client d'un opérateur chargé de valoriser ses propres bâtiments. C'est précisément ce que prévoit l'article 1er des immeubles de l'État, y compris relevant du domaine public, pourront être transformés en pleine propriété à une nouvelle foncière. L'État devra ensuite les occuper dans le cadre de baux et verser des loyers au prix du marché. Voilà le marché intérieur que vous construisez. L'État se dédouble, propriétaire d'un côté et locataire de son propre bien de l'autre. Le Conseil de l'immobilier de l'État ne dit pas autre chose lorsqu'il constate, ouvrez les guillemets, les règles du jeu vont significativement changer dès lors que les occupants deviendront des locataires, c'est-à-dire des clients. Et un client paye un loyer. Ce loyer ne tombe pas du ciel, il sera prélevé sur le budget des ministères. Or, ces budgets ne sont pas extensibles, ce que vous aimez raconter à l'infini. Soit le gouvernement les augmente pour couvrir ces nouveaux loyers, soit il ne les augmente pas. Premier cas, le gouvernement augmente durablement ses crédits immobiliers pour payer ses loyers. Et alors, à quoi bon cette construction institutionnelle ? On aurait pu financer l'entretien directement sans transiter par une foncière et par un système de facturation interne. Et second cas, mon cher camarade, le plus probable, le gouvernement n'augmente pas ses crédits et dans ce cas, ce sont les ministères eux-mêmes qui vont devoir absorber ces loyers en réduisant leur surface, leur effectif et leurs autres dépenses de fonctionnement. Et il est là le véritable objectif de ce dispositif, utiliser le loyer comme instrument de contrainte budgétaire pour accélérer la réduction de 30% du parc immobilier de l'État d'ici 2032 et faire passer la surface de bureaux par fonctionnaire de 24 à 16 mètres carrés. Derrière chaque mètre carré supprimé, il y a un guichet qui ferme, un service qui s'éloigne, des agents entassés. La CGT du ministère des Finances dénonce déjà un regroupement forcé des services et un recours renforcé du télétravail. Et pourtant, ce coût prétendu est une fiction. Le patrimoine immobilier de l'État représente 75 milliards d'euros. Le solde net du patrimoine public, actif moins dette, est positif de plus de 786 milliards d'euros en 2023. Ce patrimoine n'est pas un fardeau à liquider, c'est une richesse à conserver. Vous dramatisez la dette sans jamais mettre en balance ce que nous possédons. C'est ainsi que fonctionne la politique néolibérale. Elle commence rarement par une privatisation brutale. Elle impose d'abord au secteur public les méthodes et les critères du privé, puis viennent la filialisation, l'externalisation, l'ouverture au marché. La Poste, la SNCF, les universités ont déjà subi cette mécanique et à chaque fois les résultats sont les mêmes. Le recul des agents sous statut, la baisse des financements publics. En première lecture, nous avons fait adopter un amendement garantissant que la foncière améliore aussi les conditions de travail des agents publics, nos agents publics. Et le Sénat s'est empressé de le supprimer. Voilà la portée que la droite entend porter par cette foncière.
Et dès qu'il s'agit d'introduire le marché au cœur de l'État, les défenseurs de la politique de l'offre se retrouvent toujours. L'extrême droite, la droite, le bloc central et même des députés socialistes. Nous, à la France insoumise, nous défendons une conception radicalement opposée. Les bâtiments de l'État sont un patrimoine collectif au service des agents, des services publics et de la population, et non d'un marché d'intérieur artificiel. Il fallait planifier plutôt que de mettre en concurrence, investir plutôt que filialiser, renforcer la maîtrise publique plutôt que de préparer son effacement. Ce texte ne modernise en rien l'État. Il installe la logique de marché en son cœur et transforme la puissance publique en locataire de son propre patrimoine. Merci. La parole est à Madame Sophie Pantel pour le groupe socialiste et apparenté. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Le texte qui nous est soumis ce soir, tardivement, nous conduit à nous prononcer sur une réforme importante concernant la gestion du patrimoine immobilier de l'État. Dès le départ, notre groupe a adopté une position équilibrée sur ce travail qui s'est poursuivi tout au long de la navette jusqu'en commission mixte paritaire. Pas de rejet de principe, mais un travail exigeant sur le fond. Nous partageons le constat qui fonde cette proposition de loi. Notre patrimoine immobilier est insuffisamment valorisé, insuffisamment entretenu, et sa gestion demeure trop éclatée entre les ministères. Ce constat a été nourri par les riches expériences d'élus locaux de nombreux de mes collègues, que ce soit au niveau des échelons communaux, départementaux et régionaux. Et la canicule que nous connaissons a démontré dans un certain nombre de nos territoires combien nos agents n'étaient pas forcément bien lotis. Cette organisation en silo ne permet ni une stratégie patrimoniale cohérente, ni les investissements indispensables, notamment pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments publics ou encore pour améliorer l'accessibilité du parc. Pour autant, nous considérions également que la création d'une foncière sous la forme d'un établissement public industriel et commercial soulevait plusieurs interrogations légitimes. Nous souhaitions donc nous assurer que cet outil resterait tout d'abord au service de l'intérêt général, qu'il ne conduirait ni à une logique de privatisation progressive du patrimoine de l'État, ni à une dégradation des conditions de travail des agents ou à des conditions d'accueil de nos concitoyens dans les services publics. C'est la raison pour laquelle nous avons fait le choix de travailler pour définir et faire adopter des garanties qui nous paraissaient indispensables. Au fil des débats, ce travail a permis ainsi d'obtenir plusieurs avancées significatives. D'abord, les différents débats nous ont permis de nous assurer que le maintien du service public demeure l'objectif principal de la foncière nouvellement créée. La rédaction explicite clairement l'objectif du maintien de services publics dans les territoires, de la préservation des conditions de travail des agents, ainsi que les conditions d'accueil du public. Il précise aussi que les opérations de cession d'actifs ne pourront intervenir sans porter atteinte à la continuité du service public. La jurisprudence interdit déjà à un EPIC de descendre en dessous de 51% du capital dans une de ses filiales, et je crois, Monsieur le Ministre, que vous l'avez rappelé tout à l'heure. Nous vous avions demandé l'introduction d'un garde-fou supplémentaire au niveau consolidé en œuvrant pour un encadrement du recours aux investisseurs privés, d'où l'introduction du maximum de 30%. L'enjeu ici était pour nous d'assurer que cette foncière reste bien un outil de meilleure gestion de l'immobilier de l'État et non pas un marchepied vers une privatisation aveugle. Enfin, le contrôle parlementaire sur cette foncière a pu être assuré par la présence de parlementaires au sein du conseil d'administration et par la remise d'un rapport régulier au Parlement chaque année. Et ces garanties ne sont pas accessoires. Elles traduisent les préoccupations que nous avons portées depuis le début de l'examen du texte et permettent ainsi de mieux concilier à la fois l'objectif d'une gestion plus performante pour le patrimoine de l'État avec les exigences propres que nous devons au service public. Ce texte n'est pour autant pas entièrement le nôtre et certains d'entre nous auraient aimé aller beaucoup plus loin sur l'encadrement de la participation du secteur privé et, Monsieur le Ministre, nous continuerons à y être attentifs. Comme tout au long de cette mandature pour le moins singulière à de nombreux égards, et notamment celui de l'enjeu de débattre dans un hémicycle sans majorité, nous avons fait le pari
et en tout cas la volonté d'être utile pour le pays et d'assumer une opposition, mais une opposition constructive. À l'image de notre travail au cours de cette session qui s'achève ce soir, nous soutiendrons ce texte qui est le fruit d'un compromis, d'un dialogue, et en souhaitant qu'il permette d'ouvrir une perspective d'une meilleure gestion de l'immobilier de l'État. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Madame Marie-Christine Dalloz pour le groupe de la droite républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, cette proposition de loi poursuit un objectif simple, améliorer durablement la gestion du patrimoine immobilier de l'État. En effet, depuis plusieurs années, la Cour des comptes souligne les limites de la politique immobilière de l'État. Dans son rapport en 2023, elle relève que malgré les réformes engagées depuis plus de 20 ans, la gouvernance demeure fragmentée, les responsabilités insuffisamment identifiées et la gestion patrimoniale trop souvent subordonnée aux contraintes budgétaires de court terme. Les dépenses de maintenance sont régulièrement reportées, les investissements nécessaires à la rénovation énergétique ou à l'adaptation des bâtiments s'accumulent et la connaissance du coût complet de détention des immeubles demeure perfectible. Des constats d'autant plus préoccupants dans le contexte actuel de nos finances publiques, même si certains considèrent que nous sommes alarmistes quant à la dette. Le patrimoine immobilier de l'État représente un actif considérable. Il doit donc être géré comme tel, avec une vision de long terme, des objectifs clairement identifiés et des outils adaptés. C'est dans cette perspective que la Cour des comptes avait envisagé plusieurs scénarios possibles de la politique immobilière de l'État, dont celui constituant à créer une foncière publique distinguant les fonctions de propriétaire et celles d'occupant. Le texte issu de la commission mixte paritaire s'inscrit dans cette logique. La création d'une foncière de l'État sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial, ça c'est pour Pierre, vise à professionnaliser la gestion immobilière de l'État en regroupant progressivement une partie de ses actifs au sein d'un opérateur spécialisé. L'objectif est de mieux programmer les investissements, de disposer d'une stratégie patrimoniale consolidée, d'améliorer l'entretien du parc immobilier et de faciliter les arbitrages entre conservation, restructuration ou cession des immeubles. Cette évolution présente également un intérêt du point de vue de la gestion budgétaire. En distinguant le propriétaire de l'occupant, elle permet de mieux identifier le coût réel de l'immobilier public et de responsabiliser les administrations utilisatrices. La CMP est ainsi parvenue à un compromis équilibré qui préserve l'économie générale du texte tout en apportant plusieurs améliorations utiles. Je pense d'abord aux dispositions relatives à la gouvernance. La présence de parlementaires au conseil d'administration de la foncière renforce les conditions d'exercice du contrôle parlementaire. Je pense également aux modalités de suivi de l'activité de la foncière. Le choix d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de performance, complété par un rapport annuel, permettra au Parlement de disposer d'une information plus structurée sur les résultats obtenus. Il conviendra notamment de suivre l'évolution des surfaces occupées, les investissements réalisés, les opérations de cession, les coûts de maintenance, les performances énergétiques, ainsi que la trajectoire financière de l'établissement. La CMP a également apporté plusieurs précisions techniques relatives au transfert de biens, à la participation des établissements publics qui souhaiteraient rejoindre le dispositif, ainsi qu'au régime applicable aux filiales de la foncière. Pour autant, certains points devront faire l'objet d'une attention particulière lors de la mise en œuvre de la réforme. Le premier concerne le modèle économique de la foncière. La réussite du dispositif reposera en grande partie sur la capacité à établir des loyers reflétant effectivement le coût de détention des immeubles en adéquation avec les contraintes budgétaires des administrations occupantes. Le deuxième concerne la programmation des investissements. Il faut gérer le sous-investissement chronique relevé par la Cour des comptes. Il conviendra donc d'apprécier dans la durée la capacité de la foncière à améliorer l'entretien du patrimoine, à financer les opérations de rénovation et à réduire les coûts. Enfin, cette réforme devra produire des résultats mesurables. Nous devrons ainsi rester particulièrement attentifs à l'évolution des indicateurs de performance immobilière.
réduction des surfaces vacantes, amélioration du taux d'occupation, que ce soit dans les préfectures, dans les sous-préfectures ou dans la sphère de l'État. La valorisation des actifs, l'accélération des opérations de reconstruction lorsque celles-ci sont justifiées. En conclusion, cette proposition de loi apporte un cadre de gouvernance plus lisible, renforce les instruments de pilotage patrimonial, améliore les conditions du contrôle parlementaire. C'est dans cet esprit que le groupe de la droite républicaine votera les conclusions de la commission mixte paritaire. Je vous remercie. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Arnaud Bonnet pour le groupe écologiste et social. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je m'en voudrais que nous ne bussions cette séance jusqu'à son terme, donc nous sommes bien partis pour. J'en profite pour un hommage pour ceux et celles qui ont l'image. Profitons de cette eau avant qu'il n'y en ait plus lorsque les data centers auront tout bu. La commission mixte paritaire a retenu certains apports du Sénat que nous avions salués. L'information des collectivités territoriales, pour le moins, avant toute session, qui figure désormais à 2 reprises dans le texte, pour l'État comme pour l'établissement. Le contrat pluriannuel d'objectifs et de performance, qui inscrit la neutralité carbone et l'accessibilité aux personnes handicapées dans le mandat de l'établissement. L'encadrement de la mise à disposition des agents transférés. J'ajoute que la CMP a fait mieux que les 2 chambres sur un point. Le rapport au Parlement devient annuel, là où l'Assemblée puis le Sénat s'étaient contentés d'échéances lointaines. C'est un gain pour notre contrôle et je le reconnais volontiers. Toutefois, je ne voudrais pas que ces avancées masquent ce que ce texte final consacre, car la commission mixte paritaire n'a corrigé aucune des régressions de fond que nous avions identifiées et elle en a même ajouté. Là où l'Assemblée avait écrit que les biens de l'État sont mis à disposition, je cite, principalement afin de concourir au maintien du service public dans les territoires, le texte final n'en fait plus qu'un objectif dont on tient compte. La rédaction du Sénat l'a emporté. Dans cette version du texte, la continuité du service public n'est plus ce qui fonde l'action de l'établissement. Elle devient une limite que l'on rappelle au moment de vente. Et pendant ce temps, la valorisation, elle, reste bien une mission, désormais élargie aux biens et droits fonciers et immobiliers. Voilà l'équilibre de ce texte, la valorisation au cœur des missions, le service public en garde-fou périphérique. Là où l'Assemblée avait fait des conditions de travail des agents une mission à part entière de l'établissement, cette mission demeure supprimée. Et la CMP est allée plus loin, elle a supprimé également le rapport de programmation qui figurait parmi les missions. Un établissement qui perçoit des loyers, qui valorise, qui cède, dont les filiales peuvent souscrire des emprunts de toute nature, sans plafond, et dont on précise qu'il sera assujetti à l'impôt sur les sociétés, nous ne sommes plus dans la gestion d'un patrimoine public, nous sommes dans la gestion d'un actif financiarisé. Et c'est cette logique de foncière que nous dénonçons depuis la première lecture, et le texte de la CMP ne fait que le parachever. J'ajoute un mot sur les agents, car c'est là que ce texte final se montre le plus dur. La mission de garantie sociale a été supprimée. Le régime d'emploi de ces agents risque d'être impacté par l'habilitation donnée au gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance. Mes chers collègues, nous avons pris acte des correctifs, et je les ai dit. Mais on ne rachète pas un changement de modèle par des garanties de procédure. Or, c'est bien d'un changement de modèle qu'il s'agit. La dissociation de la propriété et de l'affectation au service public, la capacité d'emprunt sans plafond, la valorisation érigée en mission, l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, tout concourt à faire du patrimoine de l'État un actif à rentabiliser et de son gestionnaire une foncière. La commission mixte paritaire n'a pas corrigé cette trajectoire, elle l'a scellée. Elle a maintenu l'affaiblissement de la finalité de service public, maintenu la suppression de la garantie due aux agents, la colonne vertébrale sociale et démocratique de ce texte, déjà fragilisée à chaque lecture, en sort un peu plus détricoté encore. Ce que vous nous présentez comme une modernisation est en réalité une financiarisation de l'immobilier de l'État, sous un vocabulaire de bonne gestion et un affaiblissement du contrôle démocratique et des garanties sociales et territoriales sans contrepartie suffisante. Pour ces raisons, qui sont celles que nous défendons depuis la première lecture et que la lecture définitive ne fait que confirmer, notre groupe votera contre ce texte. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Paul Mattei pour le groupe Les Démocrates. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur qui avait repris le flambeau, merci pour votre action. Mes chers collègues, ce texte marque
l'aboutissement d'un travail engagé depuis de nombreuses années, et je crois qu'il faut avant toute chose en mesurer le chemin parcouru. Je veux avant tout saluer, ça a été fait, le soutien apporté à ce texte par Thomas Cazenave, en tant que ministre des Comptes publics, avant qu'il ne devienne maire de Bordeaux, et j'ai une pensée pour lui à cet instant. Son engagement a permis de transformer une idée débattue depuis plusieurs années en un texte concret, équilibré, et aujourd'hui prêt à être adopté définitivement. Je voudrais saluer mes collègues, et notamment François Jolivet, qui a été très actif aussi dans ce domaine. Je tiens également à remercier l'ensemble des intervenants qui ont contribué à ce travail, les rapporteurs de l'Assemblée nationale et du Sénat, les membres de la commission mixte paritaire et tous ceux qui, au fil des lectures, ont enrichi ce texte de leurs amendements et de leur expertise. Une mention particulière doit être adressée au Conseil immobilier de l'État, que je connais bien, qui œuvre depuis des années à la réflexion sur la modernisation de notre patrimoine immobilier public. Ses travaux, ses avis, ses alertes ont nourri le débat public et ont largement inspiré la philosophie de ce texte et contribué à son examen ce soir dans cet hémicycle. Je veux enfin associer à ces remerciements les services de la direction de l'immobilier de l'État qui ont accompagné ce travail législatif avec rigueur et disponibilité. Leur expertise technique et juridique du patrimoine immobilier public ont contribué à construire un texte à la fois ambitieux et opérationnel. Sur le fond, cette proposition de loi répond à un constat largement partagé. L'État est aujourd'hui un propriétaire dispersé, mal outillé, souvent incapable de valoriser efficacement un patrimoine pourtant considérable. En ma qualité de rapporteur jusqu'à cette année du compte d'affectation spéciale immobilier de l'État depuis de nombreuses années, je considère que l'épuisement des ressources issues des cessions sèches de biens domaniaux rendait cette réforme nécessaire. La création de l'établissement public immobilier foncier de l'État par la transformation de l'Agence de gestion de l'immobilier de l'État, Agile, en établissement public industriel et commercial n'est en rien de privatisation. Je vous rappelle qu'un EPIC est détenu par l'État et que l'État qui est propriétaire enfin propriétaire même pas, c'est une excroissance de l'État. Il n'est pas question d'entrée d'actionnaires dans un EPIC, ça n'existe pas. Donc cette évolution juridique constitue une réponse structurelle à ce constat. Il exercera des missions claires: gérer, entretenir et rénover le patrimoine, contribuer à la transition écologique et énergétique, mettre les biens à disposition des services publics dans des conditions garantissant la continuité de leur mission, mais aussi acquérir, valoriser et céder les biens lorsque cela est pertinent. Nous avons travaillé tout au long de son parcours législatif à assurer l'équilibre entre l'autonomie d'établissement et le contrôle du Parlement et de l'État, garanti au conseil d'administration et par le plafonnement à 30% de toute filiale d'intérêt privé. Donc on est bien loin, je dirais, de la privatisation. Ensuite, 4 parlementaires au conseil d'administration, 2 sénateurs et 2 députés seront là aussi. Et tout ça, ça a été maintenu en CMP. Nous avons aussi veillé à la protection des agents publics, dont la situation statutaire est sécurisée, puisque le CIE ne disparaîtra qu'après son transfert effectif à l'EPIC. Nous avons également renforcé l'équilibre entre l'État propriétaire et les collectivités territoriales, dont l'information sera systématique avant toute cession. La dimension sociale et environnementale n'a pas été négligée. Les objectifs d'accessibilité aux personnes en situation de handicap et de neutralité carbone sont visés, tant dans la stratégie immobilière que dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de performance conclu avec l'État, dont il sera rendu compte au Parlement. Mes chers collègues, ce texte marque un vrai changement de méthode pour la gestion du patrimoine de l'État. C'est un signal de confiance envers tous ceux qui plaident pour plus de transparence et d'efficacité. Notre groupe soutiendra donc les conclusions de cette CMP en souhaitant que ce nouvel établissement dispose rapidement des moyens nécessaires à son ambition. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur François Jolivet pour le groupe Horizon et Indépendants. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs et chers collègues, c'est avec un plaisir non dissimulé que je prends la parole devant vous, puisqu'en fait le groupe Horizon Indépendants avait saisi le comité de contrôle et d'évaluation des politiques publiques sur le sujet de la gestion publique du patrimoine immobilier, puisque comme il a été rappelé, c'est la deuxième dépense de l'État derrière la masse du personnel.
je ne peux ne pas associer mon collègue Kevin Mauvieux, qui m'avait été donc alloué, puisque je siège dans ce comité, pour pouvoir mener ce travail. Et c'est donc en 2023 que la Cour des comptes a pu établir un rapport sur le sujet. Je dois associer également le président Mattei, président du Conseil immobilier de l'État, qui a animé cette institution et qui s'est saisi de tous les dossiers pour pouvoir moderniser la gestion publique de l'État, dont je vous rappelle que la Cour des comptes refuse de valider l'actif de notre pays. 96 millions de mètres carrés, 28 millions, 25, c'est un débat, 25, 28 millions de mètres carrés de bureaux. En fait, l'État ne sait pas ce dont il est propriétaire. L'État ne sait donc pas ce qu'il a à gérer puisqu'il ne sait pas. Et le mythe du propriétaire occupant, mes chers collègues, est sans doute que j'ai entendu défendre à cette tribune, est sans doute le dernier archaïsme qui existe aujourd'hui au sein de l'Union européenne, puisque tous les États, aujourd'hui, ont fait cette distinction. Et ce qui est assez important qu'il faut que vous saisissiez, mes chers collègues, c'est que ce même État, lorsqu'il s'agit de ces établissements publics ou de ces sociétés anonymes, a exigé d'elles qu'il y ait une répartition entre le propriétaire et le lieu d'exercice du métier, donc l'exploitation. La première réforme d'ampleur portée par les organisations syndicales, parce que convaincus, ça a été la création de Post-Imo, qui a amélioré singulièrement les conditions de travail des agents et amélioré les qualités de tri des courriers dans des bâtiments neufs. L'État l'a imposé à la Poste. Il n'était pas capable de se l'imposer à lui-même. La deuxième mesure qui a été prise, notre collègue Scheherazade n'est plus là, elle avait raison, c'est la SNCF. La SNCF, l'État a imposé à son établissement public de l'époque de distinguer la propriété de l'occupant. C'est comme ça qu'on a eu Gares et Connexions. Les gares d'il y a 30 ans ne sont plus celles d'aujourd'hui. La qualité de service s'est améliorée. La qualité de service s'est améliorée. Heureusement que la France ne se résout pas à Rouen, mon cher collègue. Et je voudrais vous dire également que SNCF Immobilier s'est créé et aujourd'hui, le deuxième propriétaire qui est la SNCF a pu valoriser son patrimoine et affecter la ressource à des missions de service public, industriel et commercial. Et donc, ce qui vous est proposé, c'est de faire la même chose pour l'État avec une phase expérimentale portée politiquement dans l'institution par le Conseil immobilier de l'État. Et bien entendu, Thomas Cazenave, qui s'est saisi de ce texte, eh bien, l'a mis sur les fonds, pas baptismaux, mais républicains, pour que nous puissions en parler aujourd'hui. Alors, je crois que notre pays entre dans la modernité. Bien sûr que cette réforme n'est pas faite pour gagner des sous, elle est faite pour réaffecter des ressources. Parce qu'en fait, le patrimoine public, parfois, est mal placé. Et d'ailleurs, mes chers collègues, savez-vous que 23% des mètres carrés, aujourd'hui, sont déjà loués à des propriétaires bailleurs privés, parce que ce que détient l'État à des endroits n'est plus utilisable parce que pas entretenu. Et donc, c'est l'objet de la création de cet établissement public industriel et commercial. Et vous savez que je suis parfois un peu malicieux. Nous parlons de l'État comme étant une entité unique, mais vu des ministères, le patrimoine appartient au ministère. Le patrimoine appartient au ministère. La privatisation publique des ministères du patrimoine de l'État n'est pas juste, elle est anormale. Et ce qui signifie que certains peuvent ne pas prêter, donner, informer l'autre ministère que des mètres carrés sont libres pour accueillir des personnels. C'est honteux. Et mes derniers propos seront pour les agents. Nous avons vécu une canicule. Ma collègue Marie-Christine Dalloz le disait tout à l'heure, c'était pas forcément dans un bon état, et tout le monde a pu vérifier que c'était difficile. Les agents publics souffrent de la situation de ces patrimoines, et on ne parlera pas des usagers qui peuvent être capables de fuir et de ne pas y entrer, parce que la qualité de service par le patrimoine n'est pas à la hauteur du XXIe siècle.
Je vous remercie. Le groupe Horizon Indépendant votera ce texte. Merci, monsieur le député. Avant de donner la parole aux 3 derniers orateurs inscrits, je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé qu'il serait procédé à un scrutin public sur la proposition de loi telle qu'elle résulte du texte de la commission mixte paritaire. Je fais d'ores et déjà annoncer le scrutin dans l'enceinte de notre Assemblée. On fait une prolongée, oui. Sauf si vous avez envie qu'on revienne demain, mais... Écoutez, nous continuons. Monsieur Castellani pour le groupe LIOT. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes bien chers collègues, le groupe auquel j'appartiens, l'IOT, votera en faveur des conclusions de la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi. Voilà, tout est dit, c'est l'essentiel. Le texte part d'un constat qui est largement partagé. L'État dispose d'un patrimoine immobilier considérable, mais sa gestion manque de cohérence, de visibilité et de capacité d'investissement aussi. La dispersion des responsabilités et l'insuffisance de l'entretien ont renchéri les coûts et finalement dégradé le parc. Certains bâtiments sont énergivores ou inadaptés aux usages actuels et aux exigences d'accessibilité. Cette situation n'est satisfaisante ni pour les agents, ni pour les usagers, ni non plus pour les finances publiques. Différer les travaux n'est pas réaliser une économie, c'est déplacer la dépense et l'alourdir. L'objectif de réduction de 25% des surfaces du bureau en 2032, d'abord, ce n'est qu'un objectif, et on sait ce qu'il advient souvent des objectifs. En toute hypothèse, cela ne peut suffire. La sobriété immobilière suppose une connaissance précise de l'occupation et de l'état des biens. Elle exige une stratégie et non des cessions dictées par l'urgence budgétaire. La création d'une véritable fonction d'État propriétaire constitue donc une évolution attendue. En transformant l'actuelle agence de gestion de l'immobilier de l'État en EPIC, le texte confie à un opérateur identifié la détention, l'entretien, la rénovation, la transformation, la valorisation des biens qui lui seront transférés. Cette continuité juridique permettra de renforcer sa professionnalisation et sa capacité d'action. Nous soutenons la possibilité de transférer à cet établissement en pleine propriété et à titre gratuit des biens relevant du domaine public comme du domaine privé de l'État ou de ces établissements publics. Ces opérations devaient être juridiquement sécurisées et débarrassées de procédures inadaptées. Le texte y répond, tout en maintenant un cadre précis pour les transferts, les cessions et les relations entre la foncière et ses filiales. Contrairement à certaines inquiétudes, pour nous, cette réforme n'organise pas la privatisation du patrimoine de l'État, car l'établissement sera placé sous la tutelle du ministre chargé des domaines et directement contrôlé par l'État. Et s'il pourra créer des filiales ou prendre des participations, la part détenue par des personnes privées dans l'ensemble des sociétés qu'il contrôle ne pourra excéder 30% du capital consolidé du groupe. Les cessions devront préserver la continuité du service public et enfin, une supervision parlementaire sera assurée. La formation préalable des collectivités et des intercommunalités avant certaines cessions constitue une garantie utile. Un bâtiment de l'État s'inscrit dans un territoire et parfois conditionne l'accès à un service public. En toute hypothèse, il est toujours efficace et nécessaire que l'État et les collectivités puissent dialoguer de façon positive. Au fil de la navette, le Parlement a perfectionné le dispositif. Chaque transfert devra donner lieu aux études, analyses et diagnostics nécessaires à la bonne connaissance du bien et de son état. La foncière devra également tenir à jour les informations relatives à son patrimoine. Cette connaissance est indispensable à une politique immobilière sérieuse. La possibilité de conclure des marchés de partenariat, des marchés globaux de performance et des contrats de performance énergétique à paiement différé donnera à la foncière des outils pour engager des rénovations lourdes, ce qui est positif. Le contrat pluriannuel d'objectifs et de performance, la stratégie immobilière et le rapport annuel au Parlement permettront de mieux articuler les objectifs patrimoniaux, énergétiques et financiers. Nous saluons l'accord trouvé en commission mixte paritaire. Pour autant, notre soutien ne vaut pas blanc-seing. L'accès à l'emprunt au crédit bail immobilier doit servir une programmation d'investissement soutenable et ne doit pas devenir un moyen de réduire la transparence
budgétaire. La valorisation du patrimoine ne doit pas davantage être l'habillage d'une politique de cession destinée à produire des recettes immédiates. Enfin, la réduction Merci, bravo. Enfin, la réduction des surfaces devra être appréciée à l'aune des besoins des services, des conditions de travail des agents et de l'égal accès des citoyens aux administrations dans les territoires ruraux, insulaires, je sais un peu de quoi je parle, et ultramarins. Le texte fournit des outils nouveaux. Il appartiendra au gouvernement et au futur établissement de démontrer qu'ils sont employés au service de gestion plus économe et plus écologique. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Monsieur Emmanuel Morel pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre Amiel, Monsieur le rapporteur Cazeneuve, chers collègues. Nous ne partageons pas l'enthousiasme de la majorité des oratrices et des orateurs qui se sont exprimés. Nous pensons au contraire que cette foncière chargée de l'immobilier de l'État est une fausse bonne idée. Alors bien sûr, personne ne conteste que la gestion du patrimoine immobilier de l'État puisse être améliorée, mais ce que nous redoutons, c'est que cette nécessité serve de prétexte à un changement profond de doctrine, car ce texte ne modernise pas l'action de l'État. Il transforme progressivement notre patrimoine, le patrimoine de tous les Français, en actifs financiers. En effet, un établissement qui perçoit des loyers, valorise son patrimoine, procède à des cessions et devient expressément assujetti à l'impôt sur les sociétés, n'administre plus vraiment un patrimoine public, mais gère un portefeuille d'actifs dans une logique qui ne peut pas ignorer l'impératif de rentabilité. Et cette évolution est d'autant plus préoccupante que le patrimoine en question dont nous parlons est loin d'être négligeable. On parle de plus de 80 milliards d'euros, dont d'ailleurs une bonne partie est constituée de logements. Je rappelle que 1/5 du patrimoine de l'État, c'est du logement. Et j'ai d'ailleurs une suggestion à l'encontre du gouvernement, c'est que plutôt qu'ouvrir la voie à la cession au marché sans garantie sur leur usage futur, il serait préférable de les transférer aux bailleurs sociaux, aujourd'hui asphyxiés financièrement et empêchés de construire autant que les besoins l'exigent. Ça serait une proposition progressiste et qui aille dans le sens du patrimoine des Français. 40 années de privatisation, de partenariat public-privé et de contractualisation ont pourtant démontré une réalité simple. Les intérêts du service public et ceux du marché ne convergent pas spontanément. Et même, ils entrent bien souvent en contradiction. Et la séparation entre l'État propriétaire et l'État occupant va entériner cette dérive. En imposant au ministère des loyers calés sur le prix du marché, nous allons renchérir artificiellement le coût du service public. Et ces charges, et j'y insiste, ces charges deviennent ensuite un instrument de réduction budgétaire. Les administrations sont contraintes de réduire leur surface, de densifier les espaces de travail et de mutualiser leurs services au détriment des conditions de travail des agents et de la qualité du service rendu aux usagers. Et d'ailleurs, le choix d'un établissement public et commercial, industriel et commercial, n'est pas anodin, ni rassurant, car l'histoire récente nous enseigne que ces nouvelles dénominations peuvent être le prélude à des évolutions qui font table rase des principes du service public. Et cette réforme aura un coût. Parce que vous avez cité le rapport de la Cour des comptes, alors je le cite à mon tour. Selon la Cour, cette mise en œuvre entraînera une augmentation des dépenses de la politique immobilière de l'État de plus de 50 millions dès la première année et plus de 150 millions les 2 années suivantes, entre fiscalité, frais de gestion, loyer, remise à niveau des charges d'entretien. Ça, c'est ce que dit la Cour. Puis alors, vous avez l'argument de la rénovation énergétique, à la fois M. Jolivet, M. Mauvieux. Mais je ne vois pas en quoi la création d'une foncière immobilière réglerait quoi que ce soit au niveau de la transition énergétique. Ce qu'il faut, c'est une politique ambitieuse de l'État. Et ça, pour le coup, c'est pas la foncière qui nous le garantit. Alors, chers collègues,
Vous reprenez à votre compte l'ancienne selon laquelle il faudrait gérer l'État comme une entreprise. Ce texte fait comme si le public et le privé, c'était la même chose. Mais nos concitoyens savent que ce n'est pas le cas. Et nous sommes au groupe GDR opposés précisément à ce texte parce que vous proposez de gérer l'État comme des intérêts privés. Ça n'est pas la même chose. Et heureusement, dans ce pays, il y en a encore qui gardent le sens de l'intérêt collectif. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Maxime Michelet pour l'Union des droites pour la République. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les députés, dernier orateur non seulement de ce jour, non seulement de ce texte, mais de l'année parlementaire, je ne doute pas que je disposerai d'une attention particulièrement attentive de cet hémicycle. Je serai synthétique, chers collègues. Il existe dans ce pays un propriétaire... Oh, ne me poussez pas à utiliser les 5 minutes. Un propriétaire d'un genre particulier. Ce propriétaire détient le premier parc immobilier d'Europe, mais en ignore l'étendue exacte. Il laisse son amiante vieillir en paix et ses obligations d'accessibilité attendre des jours meilleurs. Ce propriétaire, c'est l'État. Si depuis des années, la puissance publique impose aux propriétaires français privés une discipline minutieuse, si elle lui impose des diagnostics, si elle conditionne le droit de louer à des étiquettes énergétiques, si elle exige, si elle inspecte, si elle verbalise, pendant ce temps, cette même puissance s'exonère tranquillement des exigences qu'elle impose à d'autres et laisse la gestion de ses propres biens à la dérive. Un propriétaire privé aussi négligent s'expose à des sanctions, l'État négligent s'expose à un rapport de la Cour des comptes. Ces bâtiments appartiennent pourtant au peuple français, qu'il a payé de sa poche, génération de contribuables après génération de contribuables. Et les ministères et les ministres qui les occupent n'en sont que les locataires. Chaque mètre carré laissé à l'abandon dilapide donc une épargne nationale accumulée depuis des décennies par le peuple. Il s'agit dès lors de savoir si l'État est capable de s'administrer lui-même avec le sérieux qu'il exige des propriétaires privés. Avec ce texte, une foncière unique deviendrait propriétaire du patrimoine. Les administrations deviendraient des locataires, astreints à un loyer. Chacune de ces administrations découvrirait ainsi ce que coûte un mètre carré, et cette découverte aurait des vertus pédagogiques que 40 ans de circulaires ont échoué à produire. Alors l'UDR soutiendra ce texte, mais notre soutien s'accompagne d'une exigence. Car pour qu'une administration devienne le gestionnaire zélé de ses surfaces, encore faut-il qu'elle y ait un intérêt. La Cour des comptes le dit avec constance, l'incitation demeure le moteur le plus sûr. Une administration qui libère des mètres carrés doit pouvoir en retirer un bénéfice direct. Elle passera alors d'une logique de contrainte à une logique d'adhésion. À défaut, la foncière percevra ses loyers auprès de locataires qui n'ont aucune raison de déménager et nous aurons bâti un fort bien bel outil pour administrer l'immobilisme, une spécialité malheureusement française s'il en est une. Nous serons également vigilants sur un second point. Ce pays possède un talent éprouvé pour transformer ses instruments de simplification en étages supplémentaires de notre administration. La foncière devra donc rester une équipe de gestionnaires, ramassés et redevables de ses résultats. Nous la jugerons à l'aune des surfaces libérées et des économies constatées davantage que sur la beauté de ses organigrammes. La réforme de l'État a trop longtemps ressemblé à un concours d'éloquence. Nous croyons, pour notre part, à une méthode plus modeste, la preuve par la gestion. Un État qui s'applique à lui-même la sobriété qu'il prêche aux Français. Ce texte engage ce mouvement, il le fait imparfaitement, mais avancer imparfaitement vaudra toujours mieux que contempler le problème avec constance. Alors le groupe de l'Union des droites pour la République votera ce texte. Et le groupe de l'Union des droites pour la République vous souhaite, chers collègues, de bonnes vacances parlementaires et un bel été d'espérance pour les Français, avant que l'année prochaine, la France ne connaisse un bel été de renaissance sous la présidence de Marine Le Pen. Chers collègues, la discussion générale est close. Je vais mettre aux voix la proposition de loi telle qu'elle est issue de la commission mixte paritaire. Trouvez vos places.
Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 364, exprimé 362, majorité 182, pour 276, contre 86, l'Assemblée nationale a adopté. Chers collègues, l'Assemblée a achevé l'examen des textes qui étaient inscrits à son ordre du jour. La présidente de l'Assemblée a reçu du Premier ministre communication du décret du président de la République portant clôture de la session extraordinaire. En conséquence, il est pris acte de la clôture de la session extraordinaire. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent repos. La séance est levée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette analyse, pensez à vous abonner à la chaîne IFP et à activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre opinion et à mettre un j'aime si ce contenu vous a plu. Vos réactions contribuent au débat et nous aident à développer la chaîne. Merci pour votre fidélité, prenez soin de vous et à très bientôt sur IFP.